vendredi, vous avez voté contre votre propre groupe politique au Parlement bruxellois, malgré les consignes. Chez Vorreut, on a dit que le votant qui votait contre l'avis général du parti ne faisait plus partie du bureau politique. Et vous, est-ce que vous avez été convoqué par le président de la fédération du PS? Je n'ai pas été convoqué par le président de la fédération du PS, mais j'espère qu'il y aura des discussions à la suite de ce qui s'est passé. Je pense que c'est important. Mais est-ce que vous avez quitté le Parti socialiste? Est-ce que vous êtes, parce que vous dites que vous prenez de la distance par rapport à la fédération avec ce vote. Je prends de la distance par rapport à la manière dont fonctionne aujourd'hui la fédération, en tout cas sur ce vote. Il y a d'autres sujets où on a pu avoir des discussions, mais sur des dossiers aussi fondamentaux, cela me semblait évident que des discussions devaient avoir lieu. On avait le temps, de... Il y a eu des discussions. Non. Vous n'avez jamais discuté de l'abattage avant les auditions au Parlement bruxellois? On n'a pas eu de réelle discussion au sein du bureau politique, au sein d'un congrès avec les militants. On n'en a jamais discuté dans le programme électoral. Donc voilà, chacun a voté, je l'espère, en âme et conscience. C'est tout ce que j'espère ici. Mais je pense que ça doit nous faire réfléchir à la manière dont on fonctionne en interne au Parti socialiste. Mais cela vaut pour tous les partis. Hein. La particratie n'est pas le monopole du Parti socialiste. Dans tous les partis, vous êtes socialiste. Vous parlez en l'occurrence, je suis socialiste et fier de l'être par ailleurs. Ouais. Et donc vous restez socialiste? Je reste socialiste jusqu'au Vous avez toujours votre carte? J'ai toujours ma carte, je paierai toujours mes cotisations. Vous irez toujours aux réunions de section? Évidemment, oui. Je suis toujours membre de la section de Saint-Gilles et je suis heureux de voir mes camarades saint-gillois. Oui. Alors, revenons quand même à ce vote, parce que ce vote, il a fait beaucoup de bruit. Vous avez eu des réactions. Réactions positives, négatives? Quelles étaient les réactions? Je ne vais pas vous cacher que j'appréhendais la sortie de cette interview et que je me demandais comment... Ça, c'était dans l'Écho vendredi matin. C'était dans l'Écho, le matin du vote. Jeudi 18h30 jeudi, même. Ouais. Et c'est vrai que j'appréhendais. Je me disais qu'il allait avoir du pour, du contre, des personnes qui allaient expliquer que j'avais tort, des personnes qui allaient expliquer que j'avais raison. Et j'ai été assez surpris finalement du torrent de soutien que j'ai reçu. C'est des milliers de messages, j'essaye de répondre. Des milliers de messages? Oui, des milliers de messages. Et cela me redonne un peu d'espoir dans cette gauche laïque et universaliste. Elle existe encore, elle s'était peut-être un peu tue, mais j'espère que par des débats comme ceux-là, par des prises de position comme celle-là, cette gauche osera de nouveau parler et assumer ses valeurs. Vous parlez de milliers de messages de gens, de socialistes même, ou de gens qui viennent d'autres bords? De tout horizon, des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, des personnes âgées, des jeunes, des croyants, des non-croyants. C'est ça qui m'a le plus surpris aussi, c'est la diversité des personnes qui m'adressaient ces messages. Et donc c'est une bonne nouvelle, je pense, quand on défend un socialisme universaliste, laïque, et qui se fonde sur la science, oui. Alors vous avez mis en avant justement des arguments juridiques et des arguments scientifiques pour refuser les conclusions de la commission qui concernait donc l'étourdissement avant abattage. Pourquoi vous n'avez pas été suivi par vos collègues, à part une collègue, Véronique Jamoul, qui a voté comme vous, et qui s'en est expliqué aussi. Pourquoi les autres ne vous ont pas suivi, si ces arguments étaient si logiques, si laïques, si socialistes ? Je pense qu'il faut inviter d'autres personnes sur ce plateau. Moi, je ne peux expliquer que ma position. Et je tiens à rappeler que j'ai examiné ce dossier avec beaucoup de gravité, parce que je sais que ce dossier touche à ce qu'il y a de plus intime dans le chef de certains citoyens. Et donc, j'ai pris le temps de participer à toutes les séances d'audition. J'ai pu lire de nombreux rapports belges, étrangers. J'ai évidemment analysé la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de la Cour de justice de l'Union européenne en grande chambre. Et c'est sur base de tout ça que j'ai fondé le vote que j'ai exprimé ce vendredi, en âme et conscience. Est-ce que vous avez fait part au parti, aux responsables du parti bruxellois, de vos questionnements, du fait que vous n'étiez pas sûr de suivre la ligne du Parti socialiste bruxellois ? Oui, mais ça ne se développe pas dans un studio, mais oui. Oui. On a parlé aussi de pression. Vous avez dit qu'un peu au sein de tous les partis, il y avait eu des pressions. Vous avez subi des pressions ? Bien sûr, mais en réalité, tous les députés ont reçu des pressions. Lorsqu'on reçoit 10 000 mails sur sa boîte mail, c'est
dans les faits une pression, et je ne suis pas certain d'ailleurs que ça soit une bonne manière de faire changer d'avis. Ça, c'est les pétitionnaires de part et d'autre. Donc ça, c'est de la pression. Oui. Et puis évidemment qu'en interne, nous avons été dans plusieurs partis, à recevoir des pressions pour suivre une ligne. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'était dans l'accord de majorité, oui ou non, en tant que député de la majorité? Non, c'était pas dans l'accord de majorité. Est-ce que c'était dans notre programme électoral, c'est-à-dire le contrat qu'on a avec nos militants? Ça ne l'était pas non plus. Alors vous êtes sévère quand même avec le PS bruxellois, parce que dans cette interview dans l'Écho, vous dites que si on devait avancer sur des textes éthiques comme l'IVG ou l'euthanasie aujourd'hui, vous dites je ne sais pas quelle serait l'issue du vote au niveau du PS bruxellois. Oui, ça a beaucoup fait hurler au sein du PS bruxellois, cette phrase. Je comprends, ouais. J'exprime un doute, donc je ne possède pas une affirmation ici, mais j'exprime un doute. Et c'est vrai que lorsque j'entends les arguments qui ont été avancés pour s'opposer à cette interdiction de l'abattage sans étourdissement, j'ai parfois l'impression qu'on peut garder le même discours et parler d'autres sujets éthiques. Ça pose question, Et donc j'ai des doutes. Et vous avez tellement de doutes que vous posez des questions sur la suite, je suppose, parce que là, en faisant une telle sortie, est-ce que vous avez encore une place au sein du PS bruxellois? Aux prochaines élections, est-ce que vous aurez une place encore sur la liste? Alors, la journaliste qui m'a interviewé Pauline de Glum, Pauline de Glum, elle m'avait interviewé quelques jours de mémoire après ma prestation de serment en 2014. Et à cette époque, je lui avais déjà dit que moi, je ne concevais pas mon mandat comme une profession, je ne concevais pas mon action politique comme une carrière. Donc je me poserai les questions, et c'est en train de mûrir pour le moment, mais il est clair que je ne fais pas de la politique pour compter les billes, je fais de la politique pour faire bouger les lignes. Alors si je n'arrive plus à faire bouger les lignes, c'est qu'il faut arrêter. Si les lignes arrivent à bouger grâce à mon action politique, alors peut-être qu'il faut continuer. Bouger les lignes, ça peut être aussi changer de parti? Je suis socialiste, vous savez, ça ne m'intéresse pas. J'ai beau analyser l'échiquier politique, il n'y a qu'un parti dans lequel je peux me retrouver, c'est le Parti socialiste. Mais aujourd'hui, est-ce que vous faites appel au président national, au vice-président Philippe Claus, à d'autres, pour dire « répondez à mes questions, à mes questionnements » ? J'espère que des discussions pourront avoir lieu, oui. Pour l'instant, est-ce qu'on parle de discussions? Est-ce que des rendez-vous ont été pris? Je ne développerai pas ça dans votre studio. C'est oui ou c'est non? Non, mais je pense qu'il faut un peu de sérénité. On a vécu un moment de crispation, tous. Mais maintenant, il faut faire baisser la pression, tous ensemble, et en discuter. Parce que oui, ce qui s'est passé n'est pas normal, n'est pas correct. Je l'ai dit à un moment donné. J'espère que maintenant, on pourra en discuter de manière plus sereine, maintenant que ce dossier est derrière nous. Mais ça veut dire que vous allez suivre la discipline du groupe pour les prochains votes, pour d'autres votes au Parlement bruxellois? Vous savez, déjà, lors de la précédente législature, je n'ai pas toujours respecté les disciplines de vote. Donc, il faut quand même revenir aux fondations de la démocratie représentative. On n'a pas un mandat impératif venant de notre parti. Évidemment qu'on doit discuter en interne, évidemment qu'on doit faire des compromis, mais ça ne doit pas aller jusqu'à la compromission. Et c'est ça la ligne de démarcation. Et donc, j'aurai toujours des discussions sur chacun des textes. Après, voilà, j'ai deux contrats, moi. J'ai un contrat avec le gouvernement, c'est l'accord de gouvernement. J'ai un contrat avec les militants, c'est le programme électoral qu'on a défendu en 2019 tous ensemble. Pour le reste, des discussions doivent avoir lieu. Et donc, à l'issue de ces discussions, on saura si vous serez encore sur les listes du PS ou si vous serez avocat à 100%. Vous finirez par le savoir, hein, c'est en 2024. Oui. Merci, un peu de patience. Merci Julien Tendal d'être venu nous expliquer tout ça.